Bonjour à tous et bienvenue chez votre cher NDP. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Asia. Bonjour Asia. Bonjour. Alors, nous nous sommes rencontrés lors du salon de Grimoire et de Lumière à Calan et j'ai pu y voir tout ce que tu proposais au monde. Mais pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu es connue sur les réseaux sociaux sous le nom d'Asia Médium énergéticienne. Et comme le dit ton nom, tu es médium et énergéticienne, mais tu ne fais pas que ça, tu es aussi la créatrice en auto-édition d'oracles, de tarot, avec une touche glamour chic que j'aime beaucoup. Nous allons parler un petit peu, plus de toi aujourd'hui, de ce que tu proposes au monde. Mais tout d'abord, je vais te demander ce que je demande à toutes les personnes qui viennent auprès de moi pour la première fois, c'est peux-tu nous dire comment cela a commencé pour toi, ce cheminement au niveau de la spiritualité et le déclic qui t'a fait comprendre ce que tu devais offrir au monde? Alors moi, ma spiritualité, je suis arrivée dedans, enfin je suis pas arrivée dedans, en fait, le terme il est là, c'est que je suis née comme ça. C'est-à-dire que pour moi, faire ce que je fais aujourd'hui, je l'ai toujours fait. C'est quelque chose qui pour moi, petite, paraissait normal. Je pensais qu'on faisait tous la même chose, qu'on voyait tous les mêmes choses, qu'on ressentait tous les mêmes choses et qu'on partageait, comment t'expliquer? Comme cette sorte d'interconnexion entre chacun, qui fait que, ce que je percevais chez les uns, je pensais qu'eux percevaient la même chose de moi et d'un tel et d'un tel. Je pensais qu'on était tous vraiment interconnectés, qu'on ressentait les mêmes choses. J'ai donc, jamais vraiment identifié ce que je faisais, qui j'étais, puisque pour moi, on était tous pareils, on faisait tous pareil et j'ai compris qu'en fait, j'étais, peut-être un peu, je pourrais même pas parler de différente, mais que j'avais une sensibilité qui était peut-être plus accrue que d'autres quand, j'ai, eu aux alentours de 10, 11 ans où je percevais des choses, on va dire, pas normales et ce qui a engendré quand même pas mal de soucis dans mon quotidien où à partir, oui, je devais avoir un peu plus de 10 ans, je n'ai plus pu dormir seule parce que la nuit, je percevais donc des présences, des visions, des choses et cetera et j'ai donc développé une sorte de peur panique d'être seule parce que je me retrouvais face à ces je pourrais même pas dire chose, enfin je sais pas, je pourrais pas identifier ce que ça, enfin aujourd'hui je pourrais plus l'identifier, mais à l'époque je ne pouvais pas, donc en fait j'avais besoin d'avoir l'assistance de soit de ma maman, soit de ma sœur et cetera, donc j'ai partagé et j'ai pourri l'adolescence de ma sœur qui ne pouvait donc du coup pas aller dormir à l'extérieur. Et puis ça s'est accentué quand, je suis rentrée au lycée, donc quand j'avais 15 ans, 15, 16 ans, où j'étais dans un très, très vieux lycée et quand je passais, la porte de ce lycée, en fait, je ressentais et je prenais pleine face les émotions de tous les lycéens et surtout la mémoire de chacun des murs. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, les autres le vivaient super bien, que moi je le vivais pas bien du tout et j'étais donc obligée de sortir du lycée et mes parents ont été obligés de me déscolariser. Parce qu'on a à l'époque décelé ça et appelé ça comme de la phobie scolaire. On a compris des années plus tard parce qu'en fait ma mère ressentait les mêmes choses, ma sœur ressentait les mêmes choses, mais à des niveaux et des stades différents mais on n'en parlait pas trop parce que j'ai une étude, enfin j'ai une éducation, catholique, pratiquante, accrue et il y a des choses qu'on ne mélange pas trop, enfin du moins qu'on ne mélangeait pas trop il y a plus de 20 ans et donc voilà, donc c'était des choses où on m'expliquait pas vraiment et donc ça a été identifié, on va dire, voilà, avec des années, avec, le fait d'apprendre à contrôler ce que je ressentais, d'apprendre à protéger mon identité, mes ressentis et ne plus les mélanger et les dissocier des autres. Voilà, c'est pour ça que je dis: «Je suis pas arrivée dedans, en fait». J'ai toujours vécu comme ça et il a fallu que j'apprenne à vivre comme ça. Voilà. D'accord, et qu'est-ce qui t'a fait comprendre que tu pouvais offrir au monde? Est-ce que tu as fait, tout de suite, de ça ton premier métier ou tu as fait autre chose avant? Pas du tout. Alors c'était, en fait, depuis toute petite, je soignais. Donc c'est-à-dire que, comment t'expliquer? Mon papa avait mal au dos et il me disait, «Viens me faire un massage». Donc je lui faisais un massage et sans t'expliquer, sans savoir pourquoi, parce que c'est quand même pas, enfin, c'est comme tout, je pensais qu'on faisait tous pareil. Je voyais des couleurs et des indications, où ça me disait où est-ce qu'il fallait que j'appose mes mains et ça me dictait des choses que je devais répéter. Donc ça m'expliquait soit si je devais le murmurer, si je devais le dire à plus haute voix, si je devais appuyer à tel endroit, si je devais juste effleurer à tel endroit. J'avais des indications avec des principes de couleurs. Enfin, j'ai toujours, mais si tu veux, j'avais mes sortes de codes qui s'étaient dictés comme ça
Et puis donc, en grandissant, j'ai continué à le faire. Ma mère et mon père m'ont toujours dit: «Un jour, tu feras kiné parce que tu es excellente dans la manipulation, on va dire osseuse» et encore aujourd'hui, j'ai tous mes collègues de boulot qui me font toujours appel à moi pour que j'aille les soigner mais je ne comprenais pas ce que je faisais. Donc j'ai jamais, eu d'ambition de me dire: «Un jour, j'en vivrai, un jour, j'en ferai mon métier». Et puis les années ont passé et j'ai été, de plus en plus, on va dire, appelée de par ce que je voyais, de par ce que je ressentais, de par ce que j'entendais. J'ai toujours été appelée par cet univers, on va dire, ésotérique qui était très mystérieux et en même temps en totale contradiction avec l'éducation catholique et religieuse que je pouvais avoir chez moi. Et puis j'ai fait mon petit bonhomme de chemin comme ça et mon papa est décédé, quand j'avais 20 ans et là, en fait, tout s'est amplifié pleine balle. Je saurais pas comment t'expliquer, mais c'est comme si, en fait, j'avais une sorte de je vais pas te dire de révélation, mais de compréhension. J'ai eu une compréhension de plein de choses qui se sont faites dans un cheminement de vie, qui ont fait que derrière, la vie m'a mis à l'épreuve sur plein de choses et j'ai donc été amenée à consulter parce que moi, je n'arrivais plus à savoir ce que je devais faire moi en tant que soin, ce que je devais faire en tant que perception et donc j'allais voir d'autres praticiens, donc des magnétiseurs, des rebouteux, tout ce genre de choses, donc pas du tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui entre guillemets «sur le marché ésotérique» d'énergéticiens, c'était il y a plus de 20 ans, donc tu vois, c'était encore, la médecine de campagne, on va dire, la médecine parallèle de campagne où tu allais voir le rebouteux, qui, était en même temps, en l'occurrence, j'en connais un, j'en connaissais un qui était carrossier, puis l'autre, il était brocanteur, enfin voilà, c'était vraiment, tu allais voir parce que c'était vraiment les petits rebouteux de quartier, campagnards et pourtant j'habite pas à la campagne, mais si tu veux, c'était vraiment, voilà, des choses comme ça. Et toujours, il y avait cette même phrase en fonction des praticiens que je rencontrais. Il y avait cette même phrase qui me disait: «Un jour, tu comprendras». Je me dis: «Mais tu comprendras quoi? De quoi on me parle?» Il y avait toujours cette phrase qui chaque consultation que je pouvais faire avec chacun des praticiens, il y avait toujours cette phrase qui disait: «Un jour, tu comprendras». Et puis, la vie m'a menée sur le fait que, à 24 ans, mon mari aujourd'hui, parce que ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble, a eu de gros problèmes de santé et rebelote, en fait, il a été quasiment décelé en mort cérébrale. Et un homme s'est placé sur mon chemin. Je pourrais plus te dire exactement comment il est arrivé sur mon chemin et ce mec, en fait, était l'un des plus grands magnétiseurs de mon secteur, de par chez moi où j'habite en Côte d'Armor, qui est quand même pas, si tu veux, un trou. Enfin, je suis pas en campagne, je suis en bord de mer, donc j'ai la chance d'habiter en bord de mer, donc je suis quand même, on va dire, dans le côté, civilisé de la Bretagne et et comment dire? Ce mec, en fait, était vraiment un grand magnétiseur du secteur que je ne connaissais pas et il s'est présenté à moi en me disant: «Je sais qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi, mais quoi?» Et je lui ai dit: «Bah, écoute, en ce moment, il m'arrive ça». Il m'a dit: «Bah, je peux pas moi y aller». Il me dit: «Mais tu vas y aller et tu vas faire le canal, je vais t'expliquer exactement ce qu'il faut que tu fasses». Et j'ai donc pratiqué. J'ai mis de mon côté toutes les religions possibles et inimaginables. J'ai fait appel à tout ce que je pouvais avoir en moi, ce que je pouvais avoir, là-haut et mon mari, au bout de 3 semaines, s'est réveillé et aujourd'hui a été décelé par le corps médical comme une sorte de miracle parce que personne ne sait comment ni pourquoi il s'est réveillé alors qu'il était en quasi mort cérébrale où on parlait d'organes, on parlait de ce genre de choses. C'était vraiment un gros bloc de ma vie qui m'a fait prendre conscience d'où je devais aller, de ce que je devais donner, de ce que je devais faire et de ce que je pouvais apporter au monde, en fait. Et puis, bah, j'ai continué à faire mon petit bonhomme de chemin et puis est arrivée une période de ma vie où j'avais, des problèmes sentimentaux avec mon mari comme on rencontre tous, en tant que femme, ou en tant qu'homme, quand on est installé dans un couple depuis des années et pour lesquels on a eu un vécu comme j'ai pu avoir avec mon mari, à rencontrer l'handicap, enfin voilà, ce genre de choses parce que voilà, s'en est découlé de cette histoire de vie beaucoup de beaucoup de choses sur le handicap, dans mon domaine quotidien et en fait, j'avais besoin d'avoir des réponses et je ne trouvais plus dans les outils du quotidien, des choses qui me parlaient ou du moins des outils qui étaient assez complets pour pouvoir répondre à mes questions. Ce que je trouvais sur le marché, c'était soit à mon image pas assez abouti, soit pas assez complet. Donc je me suis dit il y a 5 ans, «OK, bah, écoute, tu vas faire ton propre jeu» et puis, je me suis lancée sur un propre jeu et puis, on est sortis amour à mort, où je m'étais créé ce jeu pour moi dans mon intimité. C'est la raison pour laquelle dans ce jeu, tu vas y retrouver essentiellement,
Alors là, contrairement au reste de mes autres ouvrages qui sont en digital art, celui-là, c'est beaucoup de photomontage parce que c'était quelque chose qui était censé rester pour moi. Donc je l'avais fait un peu rapidement en termes graphiques. J'avais fait de la retouche, beaucoup de retouches photos, et cetera. Et j'avais surtout mis des photos de d'intime, si tu veux. Par exemple, pour te donner un exemple tout con, la carte de l'enfance, c'est la photo de mon fils, son faire-part de naissance. Donc c'est vraiment mon fils qui est sur cette carte. La photo de la conception, c'est l'échographie de mon fils. Donc tu vois, c'est plein de petites choses comme ça où ce sont, d'ailleurs, lui, il est très, très fier du coup d'avoir un jeu dans lequel il apparaît 2 fois, tu te rends compte? Donc du coup, c'est vrai que je ce jeu-là, voilà, il était censé rester dans mon intimité, puis je l'avais fait imprimer à 4 exemplaires. Donc un pour ma mère qui tirait les cartes également, pour, 2 de mes amies qui étaient, cartomanciennes et puis un pour moi. Et donc, dans ma meilleure amie qui était cartomancienne, je lui ai envoyé et en fait, bah, sans me le dire, sans me prévenir, elle l'a balancé, en fait, sur sa chaîne YouTube. Alors je savais bien sûr qu'elle avait une chaîne YouTube, mais si tu veux, c'était pas du tout quelque chose qui était prévu, qui était monté, qui était préparé ou quoi que ce soit. Et elle l'a lancé sur sa chaîne YouTube et je crois que dans les 2 heures qui ont suivi, la parution de cette vidéo, j'ai dû recevoir près d'une vingtaine de messages. Alors, ce qui peut te paraître peu pour d'autres auto-éditeurs, mais pour moi qui n'avais jamais rien créé, jamais rien fait, recevoir une vingtaine de messages ou de mails me disant: «Asia, ce jeu, il faut que tu le commercialises, je le veux». Et je m'étais dit: «Mais jamais de la vie, enfin, je suis pas capable de faire ça, je ne sais pas faire ça, ce jeu-là, c'est mon intimité et c'est pas mon métier que de créer un jeu de cartes, quoi». Et en fait, ben, j'ai fini par insistance parce que les jours ont passé et cetera, qu'une sorte de semi-pétition a été lancée sur Instagram pour que je sorte ce jeu. J'ai fini par le lancer et puis, ben, tu vois, 4 ans et demi après, où j'en suis. Mais du coup, avec cet engouement, ça a été une évidence pour toi de le sortir en auto-édition? Alors, en fait, le sortir en auto-édition, si, parce que alors, tu sais, on va dire enfin, c'est pas à toi que je vais apprendre ça et ni enfin, aux personnes qui vont nous écouter. Quand on pratique le «métier» entre guillemets que l'on pratique tous, on a tous des périodes de notre vie ou des étapes de moments où on se dit: «On n'est pas légitime pour faire les choses. On est personne, qui je suis? Pourquoi? Qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Je ne suis que moi». Et je m'étais donc dit: «Ce jeu, je vais le faire imprimer». OK, d'accord, j'ai eu des précommandes dans l'espace de 3 semaines où j'avais près de 80 précommandes. Je m'étais dit: «Mais, jamais je les vendrai». Enfin et je me souviens que lorsque j'ai fait donc ma commande, j'en étais pas encore aux 80 parce que c'était au bout d'une semaine où j'ai voulu faire cette commande de jeu. Ma mère m'avait dit: «Écoute, commandes-en 50, tu les vendras pas». Donc tu vois, même elle, elle avait cette notion de se dire: «Tu n'as jamais fait ça, ça ne fonctionnera pas» ou ce genre de choses et j'étais dit: «Ah, tu te rends compte?» parce que c'est vrai que c'est beaucoup d'argent puisque je l'investissais moi-même. Bah, c'était des sous de ma petite pension et puis je m'étais dit: «Allez non, je vais y aller quand même jusqu'à 100 et puis, ben, s'il y en a qui restent, bah, ils resteront et tant pis». Et c'est là où en fait, au bout de 3 semaines, j'avais passé ma commande des 100 et au bout de 3 semaines, j'étais déjà à 80 précommandes et je m'étais dit: «Waouh, en fait, il va m'en rester plus que 20 sur les bras». Mais jamais à aucun moment je me disais: «Je vais les vendre». Je me disais toujours: «Il va m'en rester plus que 20 sur les bras». Tu vois? Je pensais jamais que je vendrais. Et puis, bah, je te dis, au bout d'un mois, j'ai eu vendu les 100 et j'avais encore comme je n'y connaissais rien, j'avais encore des commandes qui se passaient. Alors que je n'avais plus du tout de stock techniquement parce que j'en avais commandé que 100 et là, donc, il fallait que je repasse une seconde commande et donc après, bah, était parti le fait de me lancer, ouais, en auto-édition parce que les choses se sont faites naturellement. Sur la question de la maison d'édition, je l'ai fait. J'ai contacté les maisons d'édition quand j'en étais à 180 exemplaires vendus. Je m'en souviendrai toute ma vie parce que j'étais arrivée toute fière avec mes gros sabots, auprès des maisons d'édition et j'avais envoyé un mail en disant: «Vous vous rendez compte, j'ai quand même vendu 180 jeux toute seule», tu vois? Moi de ma fierté parce que pour moi, c'était juste un truc ouf, c'était ouf. Et puis, j'ai échangé avec d'autres créateurs, donc des gens très sympathiques, des gens fantastiques, comme d'autres beaucoup moins sympathiques, qui en gros, bah, 180 jeux, c'est rien ma pauvre fille, tu vois? C'était et effectivement, qui m'ont du coup fait redescendre en me disant: «Bah oui, mais en fait, c'est vrai, j'arrive avec un outil dans une maison d'édition qui est une structure immense avec moi, mes petits 180 jeux que j'avais vendus». Et j'ai donc envoyé ces candidatures. Je crois que j'avais contacté, 4 ou 5 maisons d'édition et une seule avait eu, la gentillesse de me répondre. Alors aujourd'hui, je te dirais la gentillesse parce qu'en fait, avec du recul,
je me rends compte qu'en fait, les autres, n'avaient pas pris la peine, tout simplement, de me répondre. Et alors qu'à l'époque, je me disais: «Ah, tu te rends compte, ils me répondent, mais ils me répondent pour me dire non». Donc pour moi, c'était eux les salauds, alors qu'en fait, pas du tout. C'était eux qui avaient gentiment, justement, eu la décence de me répondre et de me dire: «Bah non, c'est gentil, mais votre travail ne nous intéresse pas». Ce que je peux comprendre en plus, en l'occurrence. Voilà, donc si, j'ai souhaité le faire passer en maison d'édition, mais c'est juste que j'intéressais pas à l'époque. Et ensuite, tu t'es lancée à créer d'autres jeux. Est-ce que tu peux nous parler de ce déclenchement qui t'a fait te dire: «Je continue», parce qu'en fait, tu aurais très bien pu t'arrêter à ton premier jeu puisque c'est celui qui t'a inspiré pour avoir, en fait, un outil divinatoire personnel. Pourquoi avoir poursuivi sur ce chemin? Alors, tout simplement parce qu'en fait, si tu veux, j'en rigole sur mes réseaux quand je poste, mais j'ai des idées obsessionnelles. Et la manière de communiquer chez moi avec le monde invisible, c'est qu'en fait, ça va me taper au crâne constamment jusqu'à ce que ça sorte. Alors, il y a des fois, quand il va s'agir d'une sorte, on va dire, de guidance ou un message pour quelqu'un, je peux le réfréner, je peux le garder pour moi parce qu'il y a des choses, je ne veux pas rentrer dans l'intrusion chez les gens. Il y a des gens, ils n'ont pas envie d'entendre ce qu'on leur préconise ou le message qu'on voudrait leur faire passer. Tout ça, je peux l'intérioriser, je peux le garder pour moi parce que c'est pas grave. Tu termines la conversation, tu t'en vas, puis tu trouves le moyen de le faire sortir. Mais une création, ça m'obsédait. Alors, pour ce qui est de la seconde création après Amour à mort, j'en dormais plus, tout simplement. Faut savoir que, ce Dark Light Belin, c'est un Belin que j'avais déjà commencé à dessiner moi avant Amour à mort, mais on m'envoyait sur Amour à mort, donc je l'avais mis de côté et donc j'ai décidé de le reprendre et en fait, c'est incessant, c'est des idées obsessionnelles qui font que tu endors pas la nuit parce que tu percutes des messages, des informations, des images et tant que je les couchais pas et ben, en fait, ça continue à m'obséder. Alors, aie des enfants en bas âge, sans sommeil, un travail de jour, il y a un moment, tu finis par mettre sur le papier et puis tu finis par te relancer en fait et te remettre à l'ouvrage et puis parce que chez moi ça transpire en fait. J'ai besoin de créer. C'est ça, j'ai besoin, je suis un poil hyperactive, un brin dans l'action constamment, j'ai du mal à me poser et il faut que ça sorte en fait. J'ai besoin de créer, j'ai besoin d'avoir voilà, cette façon d'exprimer, ce que je ressens, ce que je perçois et ce que je vois. Et puis, parce que j'avais aussi la demande. J'ai eu la chance de faire un carton plein avec Amour à mort qui aujourd'hui a été vendu à un peu moins de 1 600 exemplaires, ce qui est quand même un chiffre juste énorme et oufissime, dans le domaine de l'auto-édition où c'est aujourd'hui très difficile de faire sa place et de pouvoir, être reconnu en tant que créateur, quand tu vois tous les outils qui sont mis à disposition. Où c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très accessible pour tout le monde de créer ses propres jeux. Tu le vois beaucoup sur les réseaux où moi, quand j'ai commencé il y a 4 ans et demi, 5 ans, on était très peu sur le marché, et en l'occurrence, dans mon domaine graphique, dans mon univers graphique qui était le digital art, qui est toujours d'ailleurs le digital art, on était 3 en France reconnus dans la création graphique digital art. Donc, aujourd'hui avec l'IA, tu en vois qui fleurissent partout, même si voilà, c'est un travail d'IA et ce n'est plus un travail graphique qui, comme moi, mes jeux nécessitent entre 5 et 10 heures de travail par graphisme. Il n'empêche que visuellement parlant, pour le commun des mortels, on va dire que visuellement, ça donne plus ou moins la même approche. Donc c'est comme ça quand sont venus les suivants, c'est que du coup, j'avais la demande où les gens, en fait, à chaque fois, me disaient: «Je veux une collection, il est quand le prochain? Il est quand le prochain?» Et donc voilà, il y a pas une semaine, il y a pas 4 jours qui se passent et c'est une chance énorme, j'en ai complètement conscience. Il se passe pas, ouais, voilà, moins d'une semaine sans que les gens, me contactent en me demandant: «C'est quand le prochain? C'est quand la suite? Quand est-ce que je veux avoir le cinquième?» Et c'est une aventure qui est juste, incroyable à vivre et tu as quelque part pas envie que ça s'arrête, alors tu continues parce que non seulement tu as à créer parce que tu as toujours toutes ces idées qui viennent percuter et puis parce que tu as aussi, on va dire, ce besoin d'apporter aux gens un outil de qualité, un outil qui reflète ce que toi tu vois de la vision de la cartomancie française. Tu veux leur apporter le meilleur pour qu'eux puissent avoir des outils qualité et qu'ils puissent avoir des outils qui puissent répondre à leurs questions. Donc voilà, c'est ma manière à moi d'aider les gens à pratiquer dans leur quotidien en ayant des outils de qualité. Je suis pas en train de dire que les autres font de la merde, c'est pas ça, mais c'est que voilà, c'est pour moi, ils m'accordent une confiance énorme et je me dois du coup d'être au rendez-vous, de leur apporter ce dont ils pourraient avoir besoin pour pouvoir progresser dans leur évolution.
Oui, c'est vrai qu'on peut le ressentir dans tous tes oracles. Ils sont vraiment avec cette touche, comme je le disais précédemment, de l'amour chic. Et ce que j'apprécie également, c'est que si on possède un de tes oracles, c'est comme si tu avais laissé ça, une ouverture vers ton monde. Donc tu as créé un tarot, tu as créé un Lenormand, tu as créé un Béline également, un Béline que je possède, et j'ai remarqué que dans mon Béline, il y avait des cartes supplémentaires, et j'aimerais savoir si dans ton tarot ou dans ton Lenormand, il possède aussi des cartes supplémentaires. Non. Alors, donc oui, à la question, il y a des cartes additionnelles dans le Béline, oui. Dans tous les autres oracles, non. Et je vais t'expliquer pourquoi. Le Béline, j'en ai fait cette revisite parce que moi, à titre perso, dans ma pratique, donc je fais partie de l'école de la cartomancie traditionnelle française. Je suis pas d'école intuitive. Je fais la distinction parce que, pour moi, l'école de la cartomancie traditionnelle, on a des protocoles, on a des tirages, voilà, on est focus sur une manière de procéder qui laisse peut-être un petit peu moins la place à l'intuition, mais qui, pour moi, est nécessaire pour avoir un tirage éclairé dans lequel tu as un message qui est clair et pertinent sans avoir à partir dans des voilà. L'outil de l'oracle Béline est un outil dont la construction, chose à laquelle j'apporte une importance primordiale dans chaque jeu, dans chaque création de jeu, il a une construction qui est fantastique. C'est-à-dire que si tu prends en compte les aspects planétaires, si tu prends en compte l'aspect numérologie, si tu prends l'aspect de vraiment toute sa construction dans la globalité de ces 7 familles, il a une structure qui est juste parfaite pour pouvoir étudier l'intégralité, on va dire, du monde. Tu vois? Quand je dis du monde, c'est-à-dire que tu as un équilibre entre le positif et le négatif qui va venir créer vraiment une stabilité et qui du coup, quand tu vas venir poser tes questions, tu vas vraiment avoir la possibilité à part égale de pouvoir savoir ce qui va bien, mais également ce qui merde. Chose qu'aujourd'hui, je trouve qu'on retrouve beaucoup moins dans les oracles d'aujourd'hui, où aujourd'hui, beaucoup vont avoir tendance à avoir des outils très édulcorés, où tu vas avoir beaucoup de chouchou blabla, dans le sens où alors c'est pas péjoratif, mais c'est que je sais que les gens ont besoin d'être rassurés, les gens ont besoin d'entendre des messages positifs parce qu'on est dans un univers et dans un monde aujourd'hui qui est très anxiogène de par l'actualité qu'on peut voir. Mais on a aussi besoin de savoir que quand ça merde, pourquoi, d'où ça vient, tu vois? Et quand tu donnes que des messages positifs, à mon sens, c'est pas constructif pour ta propre recherche et ton propre développement personnel. Ça te rassure, c'est bien, ça te conforte, mais ça ne te permet pas d'évoluer, on va dire, justement et à la rapidité à laquelle tu pourrais évoluer si jamais tu avais eu un jeu qui était construit équilibrement parlant. Et avec le Béline, tout était parfait. La seule chose qui bloquait, c'était, l'aspect graphique qui, à mon sens, était dégueulasse. Complètement désuet, avec des vieux visuels, enfin, c'est très archaïque, et je sais qu'on est très, très nombreux en France à avoir ce sentiment où en fait, on trouve que l'outil est génial, l'outil est attirant et quand tu l'achètes et que tu l'utilises, tu te fais: «Waouh!» Enfin, ça bloque quoi. Il y avait quelque chose qui il y a un truc qui graphiquement, en fait, fait presque peur et j'ai donc voulu en fait, là, à ma manière, l'édulcorer justement, mais pas de par ses messages, mais de par son aspect. Et j'ai voulu du coup embarquer les gens dans mon univers à moi qui, comme tu le disais, est peut-être chic. Je ne sais pas si c'est le terme, mais c'est l'aspect que du coup je veux retransmettre aussi. Je veux représenter la cartomancie avec classe et avec élégance et je voulais du coup que les gens aient des beaux outils comme ils ont des coffrets à bijoux et c'est vraiment, parce que en fait pour moi chaque jeu est un bijou et je voulais que ce soit perçu comme ça. Et donc du coup, j'ai essayé de les embarquer dans mon univers qui, moi, est comme tu le dis, alors pas angélique parce que, c'est pas les êtres avec lesquels je travaille, mais, je travaille personnellement avec les saints, donc c'est encore une autre catégorie, mais surtout fantaisie, onirique, fantastique. C'est mon univers, voilà, avec beaucoup, voilà, de la magie, de la sorcellerie, ce genre de choses. Ça peut paraître dark pour beaucoup, on m'a souvent dit, hein: «Vos jeux sont sombres», mais ce sont des gens qui s'arrêtent à la couverture de mes ouvrages et qui vont pas chercher plus loin parce que j'ai un univers quand même qui est très lumineux et coloré quand tu prends la peine d'ouvrir les jeux et de détailler les cartes. Et donc pour en revenir à la construction du building, pourquoi j'ai rajouté ces cartes? C'était parce qu'il me manquait une chose dans ce jeu, à mon sens, pour pouvoir préciser chacun des tirages en termes, on va dire, de personnages. Je pense que quand tu fais un tirage, il y a toujours cette fatidique question:
où on te dit: «Ah, un homme autour de toi te veut du mal parce que tu as sorti la carte de l'homme» ou «Un homme autour de toi, te cherche trahison», ce genre de choses. OK, mais moi j'avais besoin qu'on puisse identifier plus clairement, donc j'ai voulu rajouter une jeune fille, un jeune homme, une femme, un homme, une femme âgée, voilà, et j'ai voulu qu'on puisse aussi dater avec des cartes de saison de façon à ce qu'on puisse ne pas avoir besoin de rentrer dans des calculs d'apothicaire, comme, tu peux retrouver 36 000 formules sur internet pour pouvoir savoir comment dater un événement, comment dater une prédiction. Je voulais que ce soit simple, qu'au cours d'une simple question, on soit en mesure de pouvoir te dire: «Eh bah, écoute, au cours du printemps, il y aura ceci». C'était pour moi ce qui manquait à cette construction et c'est la raison pour laquelle j'ai rajouté ces cartes additionnelles dans le Béline. Certaines font partie aussi donc dans Amour à mort, puisque là, par contre, j'avais vraiment, un désir de faire de ce jeu un outil le plus complet possible et le moins exclusif pour qu'on puisse, on va dire ça comme ça, pour qu'on puisse vraiment toucher à tous les domaines, dans tous les domaines de la vie. Parce que même s'il s'appelle Amour à mort, il a été appelé comme ça parce que déjà j'ai pas choisi. Parce que comme plein de choses, quand c'est comme ça, c'est là-haut où ça percute et qu'on me dit: «Allez hop là, glisse ça comme ça». J'étais dans une période difficile amoureuse et que c'est comme ça qu'en fait il est arrivé, donc il a pris son sens de amour à mort parce que tu peux aimer d'un amour jusqu'à la mort, enfin, tu vois? Et que ça peut, parfois parce que voilà, c'est pas amour à mort dans le sens, la traduction espagnole: «Eh, amore!» non, c'était, ce jeu de mots de l'amour peut faire mal comme la mort et ou aimer jusqu'à la mort, tu vois? C'était ce genre de choses. Et en fait, je voulais vraiment que tu aies la possibilité aussi avec Amour à mort de pouvoir, déterminer quelles étaient les relations que tu pouvais avoir avec d'autres, que ce soit des liens de contrat d'âme, que ce soit des flammes jumelles, que ce soit des liens karmiques. Et j'ai donc fait tout ce système également de liens de parenté, si on peut dire, pour pouvoir, voilà, que chacun puisse avoir le maximum d'informations au cours d'un seul et même jeu, sans avoir à venir cumuler 36 jeux en se disant: «Bah, tiens, celui-là, il a des personnages, je vais venir le rajouter à celui-là parce que celui-là, il me manque ci». Je voulais vraiment qu'avec un seul outil, tu puisses tout faire. C'était nécessaire pour moi parce que alors moi, je suis collectionneuse de jeux par plaisir, mais je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui achètent beaucoup de jeux parce qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils ont besoin dans ce qu'ils achètent. Bon, ça nous arrive tous, hein, de nous tromper en achetant un jeu en se disant: «Oh, il a l'air génial» et en fait, quand tu l'as à la maison, tu te rends compte que, ben, voilà, il te manque à toi personnellement des choses. À d'autres, il va être super complet et à d'autres, il va manquer un peu. Donc voilà, j'ai essayé de faire des outils vraiment les plus complets possibles et j'ai donc fait la même chose avec The Majestic Lenormand, dans lequel j'ai rajouté également des cartes additionnelles sur les personnages. Mais par contre, pour le tarot, je n'ai absolument touché à rien parce que peut-être parce que le tarot, c'est un outil qui, à mon sens, c'est sacré et celui-là, tu peux pas y toucher en termes de sortie de cartes et c'est 78 et ça en reste à 78 et que le dénaturé, là, par contre, c'était vraiment toucher à son essence propre. Donc celui-là, non, j'ai pas touché à sa compo. Dans ton The Dark Light Belly, j'ai également vu une carte que je trouve très belle, c'est la carte Talisman. Est-ce que les personnes qui vont s'offrir à l'un de tes jeux vont la retrouver ou c'est juste pour le Béline que tu l'as créée? Non, parce que la carte talisman, en fait, dans le jeu du Béline, elle équivaut tout simplement à la carte bleue qui fait partie initialement donc du Béline. Mais moi, je voulais pas que ce soit vu comme, une carte bleue, chouchou, doudou, mignonne et sympathique. J'ai voulu une fois de plus l'intégrer complètement à mon univers, donc dark, noir et j'ai voulu qu'elle s'appelle le talisman parce que, parce que pour moi, la chance, c'est un peu, enfin, dans ma culture à moi, tu portes des talismans pour pouvoir justement avoir de la chance. Donc avoir cette carte du talisman, c'était vraiment quelque chose qui résonnait et qui était, on va dire naturel. Je t'avouerai que j'ai même pas eu besoin de réfléchir à quoi que ce soit. Pour moi, c'était normal que cette carte bleue de la carte chance soit la carte noire du talisman. Mais il n'y a que le Béline qui l'a, ouais. Alors, j'ai également vu que dans mon Béline, il y avait des cartes avec des exemples de tirages, comme le fameux tirage en croix, le tirage à 3 cartes, le tirage de l'évolution et bien d'autres. J'ai également un livret où tout est expliqué à l'intérieur. Est-ce que tu as fait la même chose pour tes autres jeux avec donc ces cartes supplémentaires, ce livret, ou tu as fait les choses différemment? Non, alors, tu vas avoir dans les 2 premiers ouvrages qui vont être Amour à mort et le Dark Light Belling, tu vas avoir un livret parce qu'en fait, j'avais voulu avoir un outil format poche, que tu puisses facilement glisser. Bon, même si la boîte quand même, pour te donner pour montrer une idée, voilà, la boîte, par rapport à la taille d'une main, donc bon, j'ai pas des mains de géant, mais voilà, ça représente ça.
Et j'ai donc fait des livrets de façon à ce que ça puisse se glisser facilement dans la main. Des livrets quand même qui font entre 200 et 250 pages pour certains. Et j'ai voulu, pareil, que dedans, dans chaque livre, il y ait la signification de chaque carte, et ce, dans chaque domaine du quotidien. Je l'ai fait parce que moi, pour moi, la cartomancie, c'est quelque chose qui coule de source parce que je pratique depuis 20 ans, parce que j'ai aussi la chance d'avoir une clairaudience fluide et d'avoir une connexion qui se fait, entre guillemets, «sans interférence». Mais j'ai parfaitement conscience, de par mes années de pratique et mes années à échanger avec les gens au quotidien, que c'est pas le cas de tout le monde. On n'a pas tous une clairaudience aussi fluide, on n'a pas tous la chance de percuter des messages aussi simplement, et que de donner, un jeu de cartes en disant aux gens, «Allez-y, débrouillez-vous, vous allez voir, c'est intuitif, sur chaque carte, il y a des mots-clés». Ah ben, non, en fait. Je voulais qu'ils aient tous un soutien. Alors certes, c'est mon soutien parce que c'est ma vision de la cartomancie, c'est ma vision de ce jeu, ma vision de cette interprétation, mais je voulais pas qu'ils se sentent seuls, et que pour démarrer, ils puissent avoir un support sur lequel se reposer et se dire: «Bah, tiens, professionnellement parlant, tu vois la carte des entreprises dans le Béline, elle me parle pas, je vais aller regarder dans le livre», même si d'un point de vue amour, elle allait leur parler, mais d'un point de vue professionnel, elle leur parlait pas. Donc j'ai voulu vraiment faire que chaque domaine, que ce soit professionnel, financier, amour, le caractère d'une personne, parce que pour moi, c'est très, très important de pouvoir identifier avec une carte le caractère d'une personne aussi. Des conseils sur le développement personnel. Je voulais vraiment que ce jeu soit, comme je te dis une fois de plus, ne soit pas inclusif et vraiment puisse voir de tout, et que les gens se sentent accompagnés. Donc pour les 2 premiers, j'ai fait des plus petits livrets, et puis pour ce qui a été par la suite du Majestic Lenormand comme pour le tarot, eh bien, à chaque fois que je crée un jeu, j'essaye toujours de surpasser, parce que ça, c'est on va dire un challenge et un défi personnel. Je veux toujours apporter plus. Je veux toujours apporter plus aux gens parce que je passe du principe qu'ils me font confiance depuis 4 ans pour certains, maintenant depuis le tout début, et que je veux toujours leur apporter un outil encore plus prestigieux et avec le plus d'informations, et donc du coup, dans des boîtes encore plus qualitatives, enfin vraiment donner toujours plus, et du coup, j'ai créé des outils où, ouais, le livre du Majestic Lenormand fait à peu près 230 pages, je crois. Là, on est sur du grand format. Tu vois, le Majestic Lenormand, par rapport, voilà, on est sur, du double, en fait, on passe au double, et donc pareil, le livret est juste énorme à l'intérieur. Donc là, on est sur de l'épaisseur, voilà, avec à l'intérieur, on a de tout. On a les associations de cartes, et cetera. Et puis, bah, pour le tarot des 4 royaumes, là, ça a été, un pavé où en fait, quand c'est comme ça, je m'arrête pas d'écrire, en fait. Je m'arrête d'écrire quand on me dit: «Stop» là-haut, sans penser au coût d'impression forcément que ça va me coûter derrière. Mais là, tu vois, on est sur 350 pages. C'est pareil, un outil énorme où tu vas y retrouver vraiment à l'intérieur des associations complètes, des écritures complètes. C'est beaucoup de travail parce que toujours, une fois de plus, je veux que mes outils puissent être des outils d'apprentissage et que les gens ne se sentent pas lâchés. C'est important pour moi, je pense, d'avoir, un accompagnement quand on débute, d'avoir un cadre, d'avoir, une ligne directrice et quelqu'un sur qui se reposer, et je suis pas toujours disponible par message quand les gens, parce que j'essaye d'être le plus proche possible des gens qui me soutiennent dans mon travail, et cetera, et des gens qui ont besoin. Mais je peux pas toujours être disponible parce que j'ai un métier la journée, que j'ai des enfants le soir, que j'ai aussi, bah, ma boutique à gérer, et donc du coup, je voulais qu'ils aient vraiment un recueil, une sorte de recueil dans lequel ils pourraient retrouver toutes les informations dont ils ont besoin, et qu'ils puissent travailler en toute autonomie, sans avoir besoin de faire appel à soit des formations, soit à d'autres médiums au cours de consultations. Vraiment qu'ils puissent bosser en totale autonomie. Voilà. Alors, dans mon Béline, j'ai vu ce petit papier qui indique aux personnes comment en fait prendre soin de son oracle pour qu'il dure le plus longtemps possible. Alors, tu expliques comment ranger ses cartes à l'abri de la lumière et de l'humidité, comment brasser ses cartes, tout simplement pour éviter de les abîmer. Et comment nettoyer ses cartes? Et là, je l'avoue, j'ai été surprise comme pas possible, parce que moi, je vois que bah, tu me parles pas de la lune, ni des Non, pierres, ni de non. les poser sur l'herbe. Non, toi, c'est vraiment le nettoyage pur et dur. Comment, en fait, Ouais. faire en sorte d'enlever les petites traces de doigts qu'il peut avoir sur son jeu. Et là, j'ai compris quelque chose. Quand j'ai vu ce petit papier et que j'ai lu tout ça, j'ai compris que pour toi, tes oracles, c'était plus que des bijoux précieux. C'était Mmh. plus que des bébés. En fait, comme tu l'as dit précédemment, j'ai compris qu'en fait, tu offrais au monde quelque chose de plus grand. Tu leur offrais aux personnes qui les ont entre les mains
la possibilité de se connecter avec leur oracle, mais également de rester dans la matière. Mhm. En fait, tu offres au monde la possibilité de voir par une fenêtre ton univers tout en restant dans leur incarnation. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que dans ce monde en quête de spiritualité, on oublie souvent de rester dans son incarnation tout simplement. Je suis après à regarder sur ton site internet parce que sur Instagram, tu as un lien pour ta boutique pour s'offrir l'un de tes oracles et j'ai vu différents formats comme des box. Donc, les personnes qui désiraient s'offrir une box, qu'est-ce qu'ils vont retrouver dans ces box-là? Alors, moi, dans ma pratique de tous les jours, comme je t'ai dit, c'est une alliance de beaucoup de choses, beaucoup de mon éducation religieuse catholique. J'insiste là-dessus parce que c'est ce qui m'a construit aussi, qui a fait que ma pratique est telle que celle-ci. C'est que voilà, j'ai une maman qui était prof, enfin, qui était catéchiste, donc professeure de caté pour ceux qui connaissent pas. J'ai tout fait en doublon parce que moi, j'avais une frangine qui avait 2 ans d'écart avec, enfin, qui a toujours d'ailleurs, est toujours là, mais avec qui j'ai 2 ans d'écart. Et comme ma mère était catéchiste, mais que moi, bah, à l'époque, voilà, les enfants se gardaient pas tout seuls non plus, encore, hein, non plus maintenant, mais bah, du coup, je me faisais les années de catéchisme par 2, donc je faisais celles de ma sœur, puis moi, après, je faisais les miennes. Et résultat, bah, en fait, ça a construit ma pratique en alliant avec l'ésotérisme et j'ai construit, de par toutes ces on va dire des rituels ou des protocoles et des prières, ouais, ma pratique. J'ai construit ma pratique, on va dire ça comme ça. Et quand je pratique, j'ai des conventions avec lesquelles, je travaille avec, des forces qui et je demande donc du coup une certaine protection, je demande une certaine assistance dans tous les domaines, mais essentiellement quand je pratique. Et je voyais qu'en fait, si tu veux, sur les réseaux, beaucoup me disaient: «Mais comment tu fais pour ceci? Comment tu fais pour cela?» Il y a des choses qu'entre guillemets, je peux pas révéler parce que ce sont des transmissions familiales, donc il y a des prières, il y a des choses comme ça qui sont entre guillemets, intime, si tu veux, parce que tu fais appel à des gens de ta propre lignée familiale. Tu fais voilà, c'est tous nos protocoles chez moi et donc du coup, je m'étais dit: «Je vais mettre à disposition, des gens qui utilisent mes oracles ou mes tarots, des outils qui pourront permettre de soit favoriser une connexion, soit justement te protéger de certaines choses pour qu'ils puissent bosser en toute sécurité sans avoir à se prendre la tête». En gros, je fais le travail pour eux. Eux réceptionnent et ils n'ont plus qu'à utiliser et ils ont pas à s'embêter avec les protocoles, avec les consécrations, avec les bénédictions et cetera, de tout ce que toutes ces choses que tu peux faire, enfin que moi je peux faire au quotidien lorsque je travaille. Je voulais vraiment qu'entre guillemets, ils aient le kit de base, tu vois? De la cartomancienne, qui bosse en étant protégée et qui bosse avec des bonnes vibes et puis, sans rentrer dans le chichi blabla «Alors moi je serai toi, place d'abord un petit peu de sel, puis fais le signe de croix», entre guillemets, voilà, «Mets-toi un balai dans les fesses et chante Kumbaya». Non, voilà, c'est tu un truc, certain, si ça fonctionne pour toi, écoute, j'en suis très heureuse. Si ça fonctionne pas, tu me fais un retour et on en rediscute et on réajuste. Moi, je réajuste derrière ma ritualisation ou autre et en fait, ça a fonctionné pour beaucoup au début et puis pour de plus en plus par la suite. Donc de l'huile, je suis passée à la bougie et de la bougie, je suis passée à l'échelle. Tu vois? Des outils que moi j'avais chez moi, que j'ai réessayé du coup de réintroduire dans l'espace de pratique, dans l'espace enfin, ce que moi j'appelle un espace sacré, dans l'hôtel, en fait, tout simplement, l'hôtel de pratique des gens. Parce que même si moi, je suis du genre à tirer les cartes sur le coin d'une table, il n'empêche que j'ai mon espace de pratique quand même, qui même si c'est sur le coin d'une table avec mon petit tapis ou parfois même sans tapis, il n'empêche que j'ai toujours une échelle de quoi enfin, tu sais, dans le coin, j'ai toujours, un peu d'huile sur le côté et j'ai toujours une bougie un peu pas loin. Donc, voilà, j'ai toujours quand même mes outils qui sont à proximité et je voulais que les gens aient la même chose chez eux sans avoir vraiment à se prendre la tête sur le comment je peux faire pour me protéger. Est-ce que j'ai bien fait? Parce qu'il y a toujours cette inquiétude. Moi, je fais ça depuis toujours, donc en fait, je me pose plus l'inquiétude et la question de savoir si mon rituel a fonctionné, si ma protection est bien posée. Je bosse en confiance et je veux que les gens aient vraiment cette sérénité de se dire: «Je bosse en confiance». Je lâche justement tout ce qui pourrait m'inquiéter personnellement de: «Est-ce que je vais pas ouvrir une porte? Est-ce que j'ai bien fermé tout ce qu'il fallait? Est-ce que je me suis bien bordée pour pouvoir pratiquer sereinement?» Donc voilà, je me suis dit: «Si je leur mets à disposition et en disponibilité mes outils, eh ben, ils pourront bosser justement sereinement et voilà, c'est comme ça que c'est venu et du coup, eh bien, aujourd'hui, j'ai offert l'espace, on va dire tu peux acheter chaque élément indépendamment puisque beaucoup sont friands de mes petites huiles et donc du coup, il y en a qui les utilisent beaucoup donc du coup, ils m'en rachètent, ils recommandent d'autres. Mais de base, tu as la possibilité de t'offrir ces box qui comprennent vraiment tous les éléments qui vont avec.
Et puis, quand, je crée chaque jeu, il y a un élément qui rentre en compte, c'est que, un truc auquel je m'attendais pas du tout non plus, c'est par contre ça, c'était nouveau pour moi, c'est que chaque univers a une saveur enfin, on va dire a un parfum. En fait, si tu veux, on m'a demandé d'introduire l'olfactif. Ce qui veut dire que chaque jeu va avoir un univers olfactif bien précis. Tu vas avoir Amour à mort qui va tourner autour de la vanille. Tu vas avoir le Tarot des 4 royaumes qui va tourner autour de la sauge blanche ou de l'amande poivrée. Voilà, chaque jeu va avoir, un univers et donc chaque jeu a des outils ritualisés identiques, mais avec un parfum qui va être différent. Ça va pas lui donner des propriétés différentes, mais toi, ça peut personnellement te faire voyager différemment aussi. Oui, parce que tu fais, des tapis de tirage, des Oui, pendules aussi. J'ai vu oui, aussi des échelles de sorcières, des huiles rituelles, mais qui ont un rapprochement, comme tu viens de le dire, avec tes oracles et même les bougies. Alors les oui, bougies, j'adore parce que tu as mis des petits charmes à oui, l'intérieur qui correspondent à chacun de à tes chacun jeu. oracles. Est-ce que tu peux nous en parler de ces bougies? C'est venu aussi à toi par odeur olfactive, comme tu C'est viens de le ça. dire? C'est en fait, on m'a je te dis, en fait, quand j'ai créé Amour à mort, on me lançait constamment sur de la vanille. Je sentais la vanille au point où tout était vanille chez moi, quoi. Je mangeais que des yaourts à la vanille. Je ne portais que des parfums à la vanille. C'était vraiment assez incroyable et c'en était une fois de plus, comme je te dis, c'est chez moi, c'est obsédant. C'est, tant qu'entre guillemets, j'ai pas concrétisé la chose dans la matière, ça va continuer à venir me taper et donc du coup, j'ai d'abord fait ces bougies et je voulais que chaque bougie soit décorée de charmes qui aient un rapport direct avec chacun des jeux. Donc, chaque jeu comme par exemple, bon, le tarot, tu vas y retrouver du coup au-dessus une coupe, tu vas y retrouver un bâton, tu vas y retrouver une épée et puis tu vas y retrouver un denier. Parce que pour moi, c'était la logique de la continuité de cette bougie. De même qu'avec Amour à mort, tu vas y avoir un cœur, tu vas y avoir une clé, tu vas y avoir des éléments que tu vas retrouver à l'intérieur même du jeu en symbolique et en fait, ce qui a été assez rigolo, c'est que c'était la chose à laquelle j'avais jamais pensé. C'est que, les gens qui achètent mes bougies, en fait, s'en sont fait des bracelets de ces charmes. Parce que j'avais, moi, mis, ce petit tips de dire: «Bah, quand tu auras fini ta bougie, tu récupéreras les charmes et puis tu pourras t'en faire un petit collier» ou ce genre de choses. Parce que moi, perso, c'est ce que je faisais. Un jour, je mettais la clé, un jour, je mettais le cœur, machin, tout ça et en fait, j'ai des gens qui se sont fait à la manière Pandora et en fait, ils ont des charmes comme ça de chacun, de toutes mes bougies et ils ont tous les jeux, du coup, sur un bracelet et je trouve ça fantastique, quoi. Tu parles beaucoup de tes «clients» entre guillemets, hein. Est-ce qu'ils peuvent se rencontrer dans une boutique physique ou c'est juste virtuel via Instagram? Alors, je fais partie de la catégorie des gens, qui passent énormément de temps sur les réseaux, à défaut de plein de choses, à défaut de ma famille, à défaut de moi perso. J'ai beaucoup de mal à couper parce que ma famille a un poids important, énorme dans ma vie, mais les gens qui me font confiance au travers de mes créations, aussi. Et donc du coup, j'échange énormément avec, appeler ça une communauté si tu veux, je trouve ça, même appeler ça des clients, je trouve ça péjoratif parce que pour beaucoup, c'est devenu, des 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 amis, des copines, des gens avec qui j'adore discuter, c'est vraiment j'ai une chance incroyable d'avoir des gens vraiment extrêmement bienveillants autour de moi dans cette aventure, parce que c'est une aventure, hein, Assia, c'est une aventure et donc du coup, ouais, on échange beaucoup et donc du coup, j'ai la chance, oui, de recevoir régulièrement des photos, des stories qui sont publiées, ce genre de choses. C'est comme ça que je travaille, ouais. Une boutique physique, non, je n'en ai pas. C'est pas exclu un jour, mais aujourd'hui, voilà, moi, j'ai déjà un métier au quotidien et je pourrais pas avoir une boutique comme ça, j'aurais pas le temps. Mais ouais, sinon, je vais rencontrer, bah, sur des conventions. Donc j'ai eu la chance, comme on s'est rencontrés à Calan, c'était ma toute première convention où j'ai des gens qui ont fait des kilomètres et des kilomètres. J'ai une personne qui avait fait 7 heures de route, j'avais trouvé ça incroyable pour venir me voir et qui effectivement d'ailleurs, elle avait ce petit bracelet effectivement en plus, ouais. C'est comme ça que voilà, je sais tout ça. C'est par les échanges que j'ai, de la proximité que j'ai avec toutes ces personnes qui me suivent, ouais. Est-ce que tu as un autre projet en cours ou pour l'instant c'est secret, tu ne préfères pas en parler, mais est-ce que tu as quelque chose qui te martèle, comme tu le dis, pour que ça sorte? Des projets, j'en ai toujours. Des projets, j'en ai toujours. Après, il faut savoir, comme je t'expliquais tout à l'heure, je choisis pas ce que je choisis pas ce que je crée, je choisis pas quand ça sort. Ça se présente à moi et donc là, oui, je travaille alors, juste pour remonter sur la petite histoire et t'expliquer comment ça fonctionne, c'est que, par exemple, le tarot, pour moi, j'avais une structure quand, j'ai démarré la création du tarot, j'étais pas du tout sur la création d'un tarot. J'étais sur la création d'une structure qui était bien spécifique, que j'avais pris sur une base traditionnelle, agrémentée de la mienne. J'avais
j'avais une vision, on va dire que j'avais un paperboard comme ça, où je savais exactement où j'allais. Et je me suis dit, tiens, je vais travailler différemment que d'habitude. D'habitude, je fais ma construction et je dessine après en fonction de ma construction. Là, j'avais ma construction, mais j'avais pas l'identité de chaque carte, tu vois? Quand je dis ma construction, c'est-à-dire que j'avais ma structure, je savais exactement ce qu'il y avait dedans, mais j'avais pas, bah, par exemple, la carte 1 représentera telle chose, la carte 2 représentera telle chose. Là, je m'étais dit: «J'ai ma construction, je vais d'abord dessiner et après on va voir où ça me mène». Et en fait, donc du coup mais toujours en restant dans mon idée de mon jeu précis. Et puis donc je dessine, je fais 1 carte, 2 cartes, 3 cartes, 5 cartes, 10 cartes, je fais donc 10 graphismes, 15 graphismes et je les envoie à 2 copines, qui sont, cartos professionnelles, et donc ont l'habitude, dont Laura d'Hôtel de la Magie, qui est quand même un pilier dans la formation de cartomancie, qui est mon binôme, qui est ma sœur spirituelle, enfin bref. Et puis elle me dit: «Écoute Assia, c'est bien gentil». Bon, elle connaît tous mes projets. Elle me dit: «C'est pas du tout, ce que tu es en train de dessiner, c'est pas du tout ce que tu veux choisir, enfin ce que tu veux faire». Je dis: «Bah si». Elle me dit: «Non, tu es en train de nous faire un tarot». Je dis: «Non, non, c'est pas du tout un tarot». J'en parle à une deuxième copine, pareil, je lui dis rien, elle me dit: «Ah, il est super ton tarot». Je dis: «Mais c'est pas un tarot». Donc en fait, tout ça pour te dire qu'au final, ça a fini en continuant de dessiner par devenir un tarot, mais j'avais pas décidé que ce soit ça. Donc je décide pas de ce que je crée. Là, du coup, j'ai remis en route ce premier projet qui était initialement donc mon tarot. Là, j'arrive à on va dire vraiment lui donner l'orientation qu'il était censé avoir. Donc c'est que c'est vraiment ce jeu que je dois créer pour cette année. Mais vient de s'incruster, tout récemment, un autre projet qui me tapait déjà, depuis quelques, on va dire, ouais, mois, parce que c'était à partir du mois de septembre où j'en avais parlé. Et puis là, aujourd'hui, en fait, j'ai eu la chance d'avoir une opportunité dingue de pouvoir écrire ce livre. Et donc, c'est un projet donc du coup de livre et là, par contre, d'être édité. Donc, du coup, je dois mettre en suspens, de nouveau cet oracle pour pouvoir, mettre au monde un super boutique, j'espère, qui aura la chance, de pouvoir atterrir dans les plus grands enfin, dans les plus grands nombres de foyers. Et donc voilà, j'ai des idées, j'en ai plein. Maintenant, il faut juste qu'elles prennent le temps de sortir dans l'ordre qu'elles, elles décident. C'est pas moi qui choisis. Et ce futur jeu que tu es en train de créer, est-ce qu'il va être en auto-édition ou tu vas, comme pour ton livre, avec une maison d'édition? Ah ah, je ne serai pas seule, je ne serai pas en auto-édition, ouais. D'accord. Ouais, j'ai la chance d'avoir rencontré une personne formidable et qui ouais, qui m'a lancée sur ce projet, qui m'a dit: «Ça, si ça te plaît, moi je suis d'accord d'aller au bout avec toi, quoi». Alors, comme dit précédemment, nous nous sommes rencontrés au premier salon du Grimoire et de Lumière organisé par Nathalie Le Corollaire, qui s'est déroulé à Calan le 19 et 20 octobre 2024. Et c'est là où j'ai pu vraiment me rendre compte de tout ce que tu offrais au monde, de tous les objets, pendules, échelles de sorcière, les huiles, les bougies. Pour les personnes qui n'ont pas pu se déplacer ce jour-là ou qui se sont déplacées et qui aimeraient tout simplement te revoir, est-ce que tu vas participer à d'autres salons ou d'autres événements? J'ai pris beaucoup de plaisir à rencontrer tout le monde, à Calan. Je connaissais pas du tout. Alors moi, j'étais déjà intervenue, mais en tant que visiteur sur ce genre de salon où j'allais rencontrer mes idoles, mes pairs en cartomancie et cetera. Mais j'y étais jamais intervenue en tant que professionnelle et en tant qu'auteur et j'ai passé, un moment fantastique auprès de tous ces visiteurs qui sont venus me voir et qui ont découvert mon univers et avec qui j'ai pu échanger. Des rencontres que j'ai pu faire comme toi, qui étaient juste c'était génial. J'aimerais sincèrement pouvoir renouveler cette expérience. Maintenant, tu peux pas accéder comme ça à ces salons comme tu veux. C'est sur candidature, tu choisis pas malheureusement. Donc, je lance après, on m'accepte, j'y vais avec grand plaisir et puis, bah, après, ben, voilà, je comprends aussi qu'on est nombreux sur le domaine et qu'il faut laisser sa place à tout le monde, ouais. Oui, donc les personnes n'auront plus qu'à te suivre sur ton Instagram pour savoir les futurs événements où tu vas te rendre et où ils pourront te rencontrer. Alors, comme je viens de le dire, tu as Instagram, tu as Facebook, tu participes de temps en temps à des salons, tu crées des oracles, que cela soit de l'illustration à la création de l'oracle et jusqu'à la finition, tu gères les envois, tu as ta boutique. Comment arrives-tu à équilibrer tous les aspects de ta vie? J'y arrive pas. Non, ce serait te mentir que te dire que c'est simple. Mais en fait, j'ai la chance incroyable, c'est pas donné à tout le monde, j'en ai parfaitement conscience,
j'ai la chance incroyable d'avoir un métier au quotidien civil qui me passionne, d'avoir, une équipe de collègues fantastiques. Parce qu'aujourd'hui, je pourrais vivre 100 pour Assia, mais c'est pas voilà, moi j'ai ma vie parce que tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est important pour moi d'avoir cette alliance entre la matière et entre le spirituel, cette accroche que tu as avec des gens qui sont beaucoup plus cartésiens, qui même pour beaucoup croient pas en ce que tu fais, croient pas en qui tu es, mais testent quand même parce que c'est toujours un petit peu intriguant. Mais, mais voilà, j'ai cette chance en fait d'avoir un métier, fantastique, donc qui me passionne et d'avoir un mari très compatissant et d'avoir des enfants, alors avec la dernière, c'est plus difficile parce qu'elle a que 20 mois, mais mon grand comprend et aujourd'hui, lui aussi, il aime participer dans la création de mes enfin, dans la préparation de mes emballages et cetera. Donc ils sont assez présents derrière moi et du coup, comme j'ai un mari aussi qui travaille de nuit, c'est beaucoup plus facile parce que j'ai pas mon temps de femme, on va dire, à partager le soir. Donc, bah, la journée, je travaille pour mon patron. Entre 17 heures, enfin, entre 18 heures, on va dire, et 20h30 quand j'ai couché mes enfants, bah, je suis maman. Et puis le soir, et bah, c'est 100 Asia. Donc, c'est sur la création, sur la gestion de ma boutique, la gestion avec mes fournisseurs, la création, sur tout ça. Et voilà. Et le week-end, bah, c'est aussi pour mon mari. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'arrive à équilibrer les choses. C'est parce que chez nous, on a aussi une facilité d'organisation qui nous permet d'avoir nos petits moments à nous pour pouvoir faire ce qu'on a envie et ce qu'on aime. Et puis, je pense que le plus important, c'est que je me sens forcée de rien, tu vois? C'est-à-dire que, moi, Assia, c'est une passion. Ma création, c'est une passion. Être à discuter avec les gens, la cartomancie, c'est une passion. Aujourd'hui, j'ai réussi à en faire, on va dire, une une entreprise, parce que oui, ça reste une entreprise, on va pas se mentir, c'est un business, mais moi, c'est pas ce qui me motive, c'est pas la balle enfin, c'est pas l'argent, tu vois? C'est la raison pour laquelle je pratique certes des tarifs qui sont au-dessus du marché de la maison d'édition parce que je suis auto-éditée, que du coup, mon coût d'achat et mon coût de revient est beaucoup plus impactant donc mais je fais des très petites marges parce que moi, mon but, il est pas de gagner ma vie avec Assia. J'ai un métier pour ça au quotidien. Moi, mon but, il est vraiment de partager au maximum. Donc, à partir du moment où tu pratiques ta passion et que tu transpires ce que tu fais, rien n'est contrainte et tout s'organise. Et que c'est justement quand j'arrive pas, par contre, à bosser pour Assia, que c'est là que je me fâche auprès de mes enfants en disant: «Mais foutez-moi la paix, je voudrais pouvoir être tranquille, je voudrais pouvoir créer, j'ai besoin». Voilà, c'est ça mon équilibre. C'est d'être vraiment sur ces 2 matières où tu vas avoir vraiment l'aspect matériel dans ma vie de 9 heures jusqu'à 17 heures, et puis tu vas avoir l'autre côté où c'est là où ça monte et là, je peux vraiment laisser exprimer tout ce que j'ai, quoi. C'est cet équilibre-là qui fait que j'arrive à m'en sortir et à tout cumuler. Est-ce que c'est ça que tu conseillerais aux personnes qui souhaiteraient créer leur propre jeu, de garder cet équilibre entre la matière et le spirituel? Alors, je le conseillerais pas simplement aux gens qui veulent créer leur propre jeu, je le conseillerais à tout le monde dans l'entièreté des praticiens en termes de spiritualité. Pour moi, c'est ultra important parce qu'à vouloir trop élever, tu finis par perdre pied sur terre et il faut pas oublier que même si aujourd'hui, les années faisant, la pratique faisant, on est de plus en plus à être ouvert ou à être, illuminé. Bon, ça dépend de comment les gens te voient. Moi, il faut savoir que j'ai un mari, plus cartésien que lui, il y a pas. C'est-à-dire que voilà, quand, bah, lui, je te dis, ça fait 20 ans, donc lui, il m'a toujours connue plus ou moins comme ça, mais je lui ai jamais vraiment, dévoilé entièrement tout ce que je faisais auparavant. Ça doit faire, aller sur les 20 ans, ça doit faire, une bonne dizaine d'années qui sait qui je suis en réalité, mais avant, je faisais comme tout le monde, hein, je me cachais quand je tirais les cartes, tout était planqué dans une boîte sous notre lit. Comme il faisait jamais le pieux, bah, j'étais tranquille et j'étais sûre qu'il allait pas y trouver les affaires là. Mais, c'était ça, c'était que du coup, en fait, c'est de garder un pied dans la matière, c'est ultra important parce qu'on a tendance à vite décrocher. À vouloir toucher les étoiles, tu perds vite pied et tu peux vite te perdre. Hem, il y a beaucoup de gens, j'entends beaucoup de gens dire: «Oui, tu as changé». Alors, les gens dire: «Non, je n'ai pas changé, je me suis révélée». Oui, c'est vrai, tu te révèles, mais tu as tendance aussi à perdre pied et quand j'entends des petites phrases du genre, «Oui, heu, il se passe des trucs dans ta vie, c'est parce que les énergies sont mauvaises». Non, parfois, c'est juste la vie, c'est la merde, c'est comme ça.
tout n'est pas plaisant, il y a des tuiles du quotidien. Ça ne veut pas dire que c'est pour autant les énergies qui sont mauvaises. C'est peut-être toi qui as fait des mauvais choix, c'est peut-être toi qui a pas suivi le bon chemin, qui a pas écouté un conseil. C'est voilà, la vie, c'est aussi ça, c'est aussi tes enfants qui te rappellent que, bah, tu te dois d'être présent pour eux, sans pour autant te dire: «Oui, l'avenir se chargera de faire leur éducation spirituelle», machin. Non, non, il y a un moment, voilà, c'est la merde, c'est bien, c'est bien. On a des devoirs, on ouais, c'est ça, on a des devoirs, en fait, sur terre. On a certes, des chemins et des destinées à se faire et à tracer, mais on a aussi des quotidiens à assumer, où il faut gagner notre vie, donc il faut aller travailler, il faut emmener tes enfants à l'école, il faut faire leur éducation et tu peux pas juste miser tout sur, bah, Dieu vivra et puis on verra ce qu'il donne, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que non, je donnerais vraiment ce conseil de rester ancré et bien ce côté matérialiste encore bien présent à tout le monde, pas juste ceux qui veulent créer leur oracle, juste juste tout le monde. Ben, Asia, je te remercie pour ce moment et cette belle conclusion que tu nous offres. Je suis sûre que nos téléspectateurs chez la Reine d'Épée sont aussi contents que moi de t'avoir découverte aujourd'hui. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas d'explorer le monde d'Asia, alias médium énergéticienne, et n'hésitez pas à vous immerger dans son univers. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui chez votre chère Reine d'Épée et à très bientôt. Merci.